Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission avec mon invitée aujourd'hui, journaliste, animatrice et ça on le sait moins, historienne de formation. C'est une figure de votre quotidien. Après TF1 il y a quelques années, elle officie sur la 8 aux côtés de Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Influenceuse un peu, auteur beaucoup. Elle est la co-autrice de son 4e livre, Jean-Pierre Bacry, le bougon gentilhomme, sorti aux éditions L'Archipel. Vous l'avez bien compris, Valérie Benaïm est dans mon fauteuil aujourd'hui, l'occasion de revenir sur son parcours, le parcours de la meilleure amie de Cyril Hanouna, comme il dit, qui fait des boulettes qu'on adorerait goûter d'ailleurs. L'occasion bien sûr de parler du reste. Cette émission sera suivie à 16h de mon coup de cœur du jour, la chanteuse Mélisse. Branchez-vous sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour Valérie Benaïm. Bonjour, vous allez bien ? Et vous, comment ça va ? Formidablement. Devant votre joli sourire comme ça, je suis aux anges. Tout va bien. Écoutez, c'est partagé. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Radio J pour une heure pleine de vous, comme on dit. Alors, j'aime bien commencer par le début. C'est ce qu'on va faire. Vous êtes né le 30 août 1969 à Casablanca au Maroc, ce qui vous fait un point commun avec Gad Elmaleh qui était là il y a quelques jours. Vos parents, Carmen, d'origine espagnole, et votre papa, Prosper, sont tous deux assureurs. C'est vrai. Vous avez 4 ans lorsque votre famille s'installe en France, en région parisienne. Vous passez votre enfance alors au Chesnay, dans les Yvelines, avec votre frère cadet Laurent. Et tous les étés, jusqu'à l'âge de 11 ans, vous passez vos vacances dans le nord d'Israël, à Haïfa, chez votre grand-mère. Alors, à 52 ans, et avec le temps qui vous effleure mais ne vous touche pas, quels souvenirs, quelles odeurs vous gardez de votre chez vous ? Alors d'abord, vous m'avez ému d'emblée, comme ça, vous m'avez pris à froid. Alors, les odeurs, c'est assez étonnant en fait, parce que j'ai à la fois des odeurs et des souvenirs du Maroc où je suis née, mais je n'y suis restée que jusqu'à l'âge de 4 ans, qui sont, je pense, des constructions intellectuelles ou des constructions sensorielles et familiales en fait. Parce que j'ai pas réellement de souvenirs, je n'avais que 4 ans quand je suis partie, mais j'ai le sentiment de malgré tout, sentir l'odeur du jasmin, sentir l'odeur de la rose. Voilà, papa me racontait que quand j'étais petite, j'avais du mal à m'endormir et qu'il fallait me promener le long de la mer pour que je puisse m'endormir en entendant le bruit des vagues. Donc tout ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Et en même temps, j'ai vraiment le sentiment de m'en souvenir très personnellement. Voilà. De vous en souvenir, il y a aussi Israël, où vous avez grandi quelque part, parce que quand on part et qu'on est jeune, on se rappelle forcément de ses souvenirs. Est-ce que vous en avez quelques-uns, des petites anecdotes, notamment avec Israël, pour moi, c'est extrêmement joyeux, parce que ce sont tous les étés, mes grands-parents ont quitté le Maroc et sont partis s'installer en Israël, mes grands-parents maternels, et c'était le lieu des réunions familiales, en fait, tous les étés. J'ai une partie de ma famille qui est partie s'installer à Toronto, une autre à Paris, etc. Et donc, on se retrouvait tous chez ma grand-mère et mon grand-père, bien sûr. Et donc, c'est le lieu des fous rires, le lieu de la danse, du chant, de la rigolade, du soleil, voilà. Alors, si je vous amène là, Valérie Benaïm, c'est parce que c'est votre identité, le sourire, ce côté très jovial que vous avez, qu'on ressent. Vous êtes la bonne amie, vous êtes la personne qu'on a envie d'aimer, vous êtes la tata, la sœur, quelque part pour les plus jeunes, les tout jeunes, la maman. Vous êtes voilà vraiment dans le paysage, le paf comme on dit. Vous êtes voilà quelqu'un de très sympathique. Alors on va revenir à votre parcours bien sûr, parce que quand vous avez grandi, vous êtes devenue une férue de littérature, d'histoire, de langue étrangère aussi. Vous avez une licence d'histoire en poche et ça on le sait moins. Oui, c'est ça, une licence d'histoire, mais en fait, j'ai très 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 vite voulu être journaliste. Voilà, je m'en souviens encore. J'étais en classe, je devais être en primaire, en CM1, CM2, et comme toujours un peu bavarde, parce que j'ai un problème, c'est que je suis très bavarde, donc attention pour l'émission. Et avec une copine en fond de classe, on se disait mais qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grande ? Et on a égrené tout ce qu'on voulait faire. Donc à la fois parler des langues étrangères, rencontrer du monde, voyager. Un temps, on s'est dit est-ce qu'hôtesse de l'air, ce serait pas mal ça ? Et puis moi, je me suis dit non, parce que j'ai pas tellement envie de servir des repas et de pas vraiment entamer de discussion, quoi, de partir et de me poser dans un endroit et de repartir 5 minutes après. Et journaliste est apparu comme une évidence. Et ça m'a frappée. Et je me suis dit bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je veux faire. Et c'est à 23 ans que vous sortez diplômé de l'école supérieure de journalisme de Paris. Vous débutez à Radio France Auxerre, à la rubrique football. Incroyable mais vrai, on va en parler bien sûr. Puis sur les ondes de Fun Radio, où vous présentez des bulletins d'infos entre 93 et 97, notamment
notamment dans les matinales d'Arthur et de Coé. Et alors, j'ai trouvé une petite perle, c'était en 94 avec Coé. Voilà. 6h30, 9h40, c'est Coé sur Fun. Vous pouvez essayer de le faire parce que ça fait un peu ringard quand je le fais. Allez-y Valérie, top, démarre, on essaie. 6h30. Non, présente pas la messe là. Couillu, faut y aller plus couillu Valérie, allez, vas-y. Je sais pas. Attention. 6h30, 9h40, c'est Coé sur Fun Radio. Est-ce que vous vous rappelez de ça, Valérie Pas du Benaïm? tout, mais absolument pas. Je me rappelle bien évidemment de mes matinales, notamment à côté de Coé, parce que c'était un moment extrêmement fondateur, et puis j'exerçais mon métier enfin, donc voilà, c'était le début de quelque chose pour moi de très important. Mais je me souvenais pas de cet extrait-là en particulier. Je me souviens de mes fous rires avec eux, bien sûr, mais voilà. Alors, est-ce que vous vous souvenez aussi de vos premiers pas à Radio J, parce qu'on m'a soufflé ça il y a quelques... Alors j'ai essayé bien évidemment de retrouver des rushs, on en avait très envie, ça aurait été extrêmement drôle, mais malheureusement à l'époque c'était les cassettes, et je pense qu'il aurait fallu des jours et des jours pour dérusher. Du grand âge, c'est que voilà, il y avait des cassettes à l'époque. Alors oui, non, enfin écoutez, vous ne faites pas du tout votre âge, je vous rassure, et puis j'ai démarré aussi autant des cassettes, donc tout va bien. Quel souvenir vous gardez de cette époque Radio J? C'était à quelle période de votre carrière finalement? C'était au tout début, bien évidemment, au tout début, et encore une fois, moi, toutes les opportunités, toutes les portes que je pouvais pousser, défoncer, ouvrir, peu importe l'adjectif ou le verbe, il fallait que je le fasse parce que il fallait que j'apprenne mon métier. Je ne connaissais personne justement dans ce métier, donc j'ai balancé une tonne de CV, j'ai frappé à 20 000 portes, gratté à 14 000 fenêtres. Enfin voilà, j'ai essayé et on m'a ouvert la porte ici, Radio J, et je suis venue faire mes premiers essais, mes premiers pas. Alors, est-ce que vous estimez qu'avant, c'était difficile pour les femmes de rentrer dans les médias, plus qu'aujourd'hui, moins qu'aujourd'hui? Est-ce que c'était plus évident ou pas? Je ne sais pas. Je pense que effectivement, il y avait deux pour les femmes, il y avait deux choses. Il y avait les animatrices et les journalistes. Pour les journalistes, c'est peut-être un tout petit peu plus simple parce qu'on leur demandait ni d'être des bombes atomiques, ni d'avoir 14 ans, enfin ou 20 ans à peine. On pouvait à la fois être une vraie femme, avoir une vie, vieillir dans le métier, ce qui était beaucoup plus compliqué pour les animatrices. Aujourd'hui, le mélange des genres fait que tout ça est un peu confondu. On doit être polyvalent aussi. Exactement, parce que d'abord, il y a une réduction des coûts, donc il faut savoir tout faire, bien sûr, y compris monter son sujet, enfin, etc., etc. Et je pense que oui, voilà, il y a les femmes. Je ne crois pas qu'on leur a apporté ça sur un plateau. Je pense qu'on est allé l'arracher avec les dents. Mais maintenant qu'on y est, on se rend compte qu'il y a compétences égales et que simplement on exerce notre métier, quoi. L'évolution de votre carrière, très vite, la télévision vous ouvre ses portes en 95 avec Cinémascope sur MCM, voilà. D'abord. LCI très vite qui vous repère, vous propose de remplacer ponctuellement Daniela Limbroso. C'est vrai qu'à l'époque c'est un petit peu le même profil à la présentation. Vous faites la culture aussi, ça s'appelle comme ça, c'est entre 96 et 99 approximativement. Puis très vite, finalement, TF1, puisque c'est le même groupe, évidemment, en tant que chroniqueuse d'abord dans l'émission Il n'y a pas photo en 97, qui vous permet notamment de rencontrer votre ex-mari, le producteur Olivier Allais, père de votre fils Tom, qui a 21 ans aujourd'hui. C'est tout, elle est redoutable. Vous y faites vos armes, vous avez une aisance incroyable, vous avez une spontanéité qui reste très chaleureuse, votre sourire encore qui vient de votre famille, et puis cet œil rieur que je qualifie comme cela. Vous obtenez rapidement l'animation d'une émission comme Photo de vacances et vous vous déployez beaucoup en tandem avec de grands noms, Guillaume Durand, Thomas Hugues, Stéphane Bern, j'en passe, Arthur de Chavannes, Frédéric Joly à l'époque, notamment pour Exclusif que j'aimais beaucoup. Vous avez côtoyé les plus grands, Valérie Benaïm. Est-ce que c'était une belle époque? Ah, c'est une époque formidable. Est-ce qu'on a encore cette époque aujourd'hui? Parce que vous dites qu'il y a un avant et après Cyril Hanouna. Quelle est la différence? Oui, c'est complètement différent. D'abord parce que quand je suis arrivée, j'étais d'une grande naïveté. Je démarrais dans le métier, je trouvais... voilà, donc j'apprenais, j'ai appris mon métier sur TF1, enfin LCI et TF1. Je vous disais qu'on faisait tout, donc moi j'ai été la journaliste, j'ai été la voix off, je montais mes sujets, je partais sur le terrain. En même temps, on m'a confié la possibilité d'être à l'antenne. Donc j'ai grandi et j'ai appris pendant 15 ans le métier sur TF1. La différence, je crois, c'est que à l'époque, il fallait faire animateur. C'est-à-dire c'est pas qu'on jouait un rôle, mais on était peut-être un peu plus corseté. Ma rencontre avec Cyril m'a permis
peut pas déconstruire, mais quand même un peu ce que j'avais appris, parce que c'est comme quand on a un permis de conduire. Au début, on fait très attention quand on passe les vitesses, puis après, on va sur un circuit de Formule 1. Donc ça vous a débridé en quelque sorte. J'ai déboutonné le col un peu. Oui, tout en restant journaliste en même temps. Bien sûr, oui, l'idée, c'est que de toute façon, je crois que journaliste, on l'est un jour, on l'est toujours. C'est une façon de voir le monde, c'est une façon de s'interroger, de jamais, voilà, d'être curieux, tout simplement. Après, avec Cyril, il a cassé des codes aussi, Cyril, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'appréhender une émission, de pas suivre forcément les conducteurs, de renifler l'air du temps. Donc c'est encore autre chose, et je m'y sens très très bien parce que voilà, ça m'a obligée aussi à sortir de ma zone de confort, à tout ce que j'avais moi bâti, construit de façon extrêmement premier élève de la classe, carré quoi. Quand on réfléchit, Valérie Benaïm, dès le départ, vous balayez tous les sujets, tous les thèmes entre guillemets, le sport d'abord, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'information pure, la culture, le divertissement. Au fond, c'est quoi votre choix de cœur et aussi le rôle que vous préférez avoir ? Alors, c'est vrai que je déteste être dans une case. Alors, peut-être que c'est ce qui a peut-être dérouté les uns et les autres, y compris dans les patrons des grandes maisons de production, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Et moi, je disais, mais je veux tout faire. Je ne veux pas être dans une case, justement. Après, j'ai évidemment des sujets de prédilection. Le hard news m'a un peu passé, parce que c'était, je pense que j'ai trop pris de chemin de traverse pour le coup, pour revenir au hard news. Mais en même temps, c'est ma passion, là, l'info. Mais la culture, évidemment, c'est là où je me suis épanouie, c'est là où Étienne Moujotte m'a repérée, c'est ce que j'aime, la littérature, le théâtre, le cinéma, oui, la littérature. D'ailleurs, vous ne désespérez pas de convaincre Cyril. Et quand il a vu d'ailleurs cette interview que j'avais donnée où je disais que je ne désespérais pas de lui forcer la main un jour et qu'on fasse une émission de culture, il en a reparlé en plateau en disant « mais tu rêves !» Et ce à quoi j'ai répondu « oui, mais c'est pour ça que j'avance, je rêve dans la vie ». Exactement, mais Cyril des fois il dit non, mais à un moment donné il peut dire oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui change d'avis ? C'est quelqu'un qui n'est pas contre l'idée d'être bousculé, d'être convaincu. Il faut toujours, il faut jamais se dire je vais pas lui en parler. Il faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher. Ah bah écoutez, on lâche pas. En parallèle de votre carrière, bien sûr à la télévision, Valérie Benaïm, l'écriture. Vous êtes co-autrice de 4 ouvrages, 3 histoires de vie et un sur la façon de la voir. En 2005 d'abord, un roman, La Rose de Stalingrad, sur l'aviatrice russe Lili Lidvak avec Jean-Claude Allais. Une histoire vraie d'une fille qui devient pilote de chasse dans l'armée rouge contre l'armée allemande. C'est un livre qui a beaucoup compté pour vous, je crois. Énormément. En 2009, Carla Bruni-Sarkozy, la véritable histoire avec Yves Azeroual. En 2019, kiffeuse en série, cherchez en chaque chose un petit rayon de soleil. Vous l'êtes, Valérie. Merci. Et puis ce livre, aujourd'hui, avec Sandra Freeman, Jean-Pierre Bacry, Le Bougon gentilhomme, sorti aux éditions L'Archipel. Bien sûr, on va en parler, mais d'abord, pourquoi autant de coécriture alors que vous seriez, à mon sens, tout à fait capable d'écrire seul ? Alors, le premier ouvrage, c'était avec mon ex-beau-père, qui nous a quittés malheureusement. Moi, j'ai une pensée très émue pour lui parce que je l'aimais infiniment. Et il connaissait mes velléités d'écriture. Et un jour, il m'a dit, écoute, je viens de découvrir une histoire assez dingue sur Liliana Lidvak, qui est une jeune héroïne soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pense être capable d'écrire un livre militaire, un livre sur la guerre. En revanche, faire parler une héroïne, une femme jeune et raconter son histoire d'amour. Il fallait une patte féminine avec justement ce que vous avez, ce côté très féminin voilà. qui venait raconter ça. Et donc il me dit, écoute, si tu veux, on l'écrit à 4 mains, comme tu as des velléités, si c'est mauvais, si tu ne sais pas écrire, je te le dirai, ça restera entre nous, ça va te désinhiber, et puis si c'est bon, bah c'est bon quoi. Et puis voilà, et donc ça m'a permis de sauter le pas, et après derrière d'écrire d'autres ouvrages. À chaque fois il y avait des circonstances différentes. Pour le Carla et Nicolas, c'était la même chose, en l'occurrence, enfin c'était la même chose. On vient à vous. Ah. C'est ça, moi. Exactement. C'est Yves Deray qui, avec Yves Azeroual, ont l'idée de ce livre sur Carla et Nicolas Sarkozy. Et pour tout l'aspect portrait de Carla Bruni, pour essayer parce que Yves Azeroual était beaucoup plus introduit que moi dans les milieux politiques. Moi, le milieu plus showbiz et le monde de la mode, etc. Ce qui se cumulait bien pour cette histoire. Et on s'est dit, allons-y ensemble. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le Carla et Nicolas. Alors, parlons de notre
notre Bakri, Jean-Pierre Bakri, le bougon gentilhomme, un livre que je recommande chaudement pour les amoureux et les curieux de Jean-Pierre Bakri et qui marque aujourd'hui le premier anniversaire de la disparition de l'acteur qui, on le sait, a été emporté par le cancer à l'âge de 69 ans l'année dernière. Comment ce livre est venu à vous ou comment vous êtes venu à lui, puisque c'était un petit peu la transition? Nous évoquions Yves Deray, qui était mon éditeur sur le Carla et Nicolas. Je l'avais en ligne pour les fêtes de fin d'année, enfin pour lui souhaiter une nouvelle année, etc. Jean-Pierre Bakri venait de nous quitter et donc je lui dis, je suis étonnée, je pensais que Jean-Pierre Bakri était un personnage qui était plutôt catalogué comme un comédien bobo qui intéressait peut-être une frange de la population, etc. Je lui dis, je suis vraiment bluffée par cette vague d'amour qu'on voit, y compris sur Twitter, etc. Il faudrait que quelqu'un écrive un livre. Donc ça part de vous? Ça part de moi. Et là, Yves me dit, mais enfin, il faudrait qu'on écrive un livre, écris-le. Ouais. Et je lui dis, tu crois? Il me dit, mais oui, bien sûr. Et voilà, et c'est parti comme ça. J'ai commencé à travailler le sujet. Et je me suis dit que ce serait un joli hommage que le livre sorte pour les 1 an de sa disparition. Alors, pour le coup, il fallait quand même des forces vives parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi. Bien sûr. Et j'ai contacté Sandra Freeman, qui le connaissait à titre personnel et privé et professionnel. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de tenter l'aventure avec moi et de partir sur les routes de Bakri pendant 1 an de notre vie? Elle m'a dit oui, puis voilà. Faire une biographie comme celle-ci, il faut quand même un affect particulier pour cet artiste. Est-ce que vous, personnellement, vous le connaissiez? Quelle relation vous aviez avec lui? Ou finalement, comme vous l'avez dit, tout est parti d'une simple image qu'on pouvait avoir? Non, il y avait également... moi, j'avais énormément d'admiration pour cet homme. Je trouvais d'abord que c'était un comédien extraordinaire, un dialoguiste et un scénariste incroyable. Et puis, il y avait quelque chose chez lui qui m'interpellait dans le sens où il y avait un miroir. Voilà, il y avait quelque chose de miroir. Il touchait quelque chose chez moi. Il me disait quelque chose de moi qui m'intéressait. C'est là où je voulais vous emmener. Est-ce que parce que quelque part, Bakri, l'Algérie, vous, le Maroc, est-ce qu'il y a ce côté un peu immigration qui a réussi ? Peut-être que ça jouait inconsciemment. Je me le suis pas présenté comme ça, mais moi j'aimais bien sa forme de pudeur. Moi, je crois que je suis quelqu'un aussi d'assez, même si je suis peut-être un peu exubérante, même si je parle beaucoup, mais il y a au fond quelque chose qui nous relie, qui est cette pudeur-là, cette sensibilité-là. Après, j'aimais bien le parcours de cet homme qui oui, vous l'évoquiez, qui arrive gamin, pied noir d'Algérie, 62, et qui se construit, mais en même temps, et c'est là où je le rejoins aussi, refuse d'être assigné. Il est très Bourdieu là-dessus, il refuse d'être le juif, il refuse d'être le pied noir, il veut être Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, le comédien, capable de tout faire, de tout jouer. Et ça m'intéresse aussi. Alors, bien sûr, on va continuer à parler de Bakri, mais pour parler de Bakri, on ne peut pas ne pas entendre Bakri. Alors, moi, cette année, je n'ai pas de revendications. Je suis assez... Petit. Non, je suis content de tout. J'aime la société dans laquelle je suis. Je vois pas de danger qui nous menace. Le cinéma, la politique, tout ça, non, je vois pas. Je crois que je suis tout simplement en train de me faire bouffer par le système. C'est votre extrait. J'adore cet extrait. Au César, il vient de recevoir un prix. Et encore une fois, il est là où on l'attend pas. Parce qu'on se dit, ça y est, avec Agnès, ils vont nous dire les intermittents, ou ils vont nous dire ceci. Et il nous prend à contre-pied, encore une fois. Totalement. C'est-à-dire qu'il est imprévisible, Bakri, quelque part. Il a ce côté... Vous parlez de lui comme quelqu'un d'authentique dans ce livre, de familier finalement, comme un proche qu'on connaît, que l'on côtoie, un cousin, un frère, un ami, un peu la manière dont je vous ai présenté Valérie, juif pour certains, algérien pour d'autres, tout en étant étranger à personne en même temps comme un paradoxe. Et pour lui qui n'aimait pas les étiquettes, bougon à sa manière, mais aussi un peu typiquement français quelque part, ce côté un peu terriblement français en fait. Il est terriblement français. Et ce côté bougon, on a mis bougon dans le titre en forme de clin d'œil, mais il faudrait pas le réduire à ça. Jean-Pierre Bakri, c'est pas juste un bougon ou un type qui râle, comme on pourrait imaginer le français qui râle parce que son train n'est pas à l'heure ou que son café est trop froid. C'est plus une lame de fond, c'est plus une colère. C'est plus un homme en colère qu'un bougon. Et en plus là-dessus, il a l'intelligence de jouer
jouer du second degré, d'avoir cet œil qui frise et de nous dire, au fond, est-ce que tout ça est bien grave ? Voilà. Et en même temps, ce sont des vraies colères. Et d'ailleurs, on raconte dans le livre qu'à un moment, il a décidé d'arrêter de faire de la télé parce qu'il ne voulait justement pas être le bon client, celui qui va nous faire son numéro. Parce que Jean-Pierre, il ne faisait pas un numéro, Jean-Pierre Bacri, quand il vient et qu'il dit sa colère ou son désarroi, c'est pas un numéro, c'est qu'il le pense sincèrement. Son papa lui avait toujours répété depuis tout petit, tu devras traiter le président de la République comme le facteur et le facteur comme le président de la République. Est-ce que c'est ça aussi quelque part qui le définissait, ce côté très humain, très je n'aime pas les étiquettes, je n'aime pas les cases, je suis partie de rien, j'ai réussi, mais pour autant je ne suis pas quelqu'un qui a réussi en tant que la notoriété et j'en fais mon... Non mais c'est important, hein, c'est une colonne vertébrale chez Jean-Pierre Bacri. C'est le refus du mépris. Voilà, si on devait définir la façon de vivre de Jean-Pierre Bacri, c'est l'absence de mépris, l'absence de condescendance. Il n'y a rien qui l'insupporte plus que ça. Alors que pourtant, on pourrait se dire à un moment donné qu'il y a ce côté un peu au-dessus, comme peut l'avoir peut-être Lanvin, je crois, à un moment donné, qui lui aussi s'exprime en prenant la parole, en étant quand même très affirmé, très sûr de lui, mais finalement toujours au gré de cause, voilà, qui prend la défense de cause. Oui, et puis et Jean-Pierre n'est pas un militant. C'est-à-dire qu'il a été prendre sa carte à SOS Racisme, mais il y va. D'abord, il n'envoie pas un chauffeur pour aller prendre sa carte. Il y va. D'ailleurs, ça amuse beaucoup les gens là-bas parce qu'ils imaginaient qu'il y aurait un assistant venu prendre la carte. Et par ailleurs, quand il va aux manifestations ou quand il se rend dans des dîners d'SOS Racisme, etc., il se mélange. C'est-à-dire qu'il n'est pas au premier rang avec les vedettes pour la photo. Il est au fond dans la foule. Et quand on lui dit mais viens, avance, viens sur l'estrade, etc., il dit non, je suis bien là. Et puis, au bout d'un moment, il dit, les amis, je me casse. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est tout Jean-Pierre Bacri. C'est ça qui est intéressant. Je me casse, et d'ailleurs, c'est la manière dont il est parti. Quand il dit jusqu'au bout, vous dites, jusqu'au bout, Jean-Pierre a su allier élégance et dérision. Son dernier trait d'humour avant de nous quitter tient en une phrase sous forme de révérence. Je pars avant les emmerdes. Ouais, c'est son dernier, sa dernière phrase, et je trouve qu'elle résume Jean-Pierre. Il avait horreur des obligations. Et il avait horreur de ce qui pouvait le contraindre. La contrainte, c'est un enfer pour lui. Est-ce que vous pensez qu'il a fait tout ce qu'il aimait et est-ce que vous pensez qu'il a eu la carrière qu'il méritait ? Alors, il a fait tout ce qu'il aimait, très certainement. Il aurait peut-être voulu en faire plus, certainement aussi. Mais en même temps, il le dit. Il dit, moi, je suis un immense fainéant. Je n'ai pas envie de workaholic, comme pouvait l'être Agnès, qui, voilà. Sa femme, Agnès Jaoui. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il a eu la carrière qu'il aimait ? Moi, qu'il méritait ? Moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment regardé sa carrière, parce que sa carrière, c'est une carrière extraordinaire. Quand on s'y penche, votre livre retrace tout cela, et je veux pas spoiler, parce que, voilà, c'est une vraie biographie. Merci. Elle est pointue. Elle est poussive, il y a des photos, c'est quasiment année après année, voilà, c'est très... On s'est arc-bouté en fait sur toute sa, de sa jeunesse à la fin, jusqu'à maintenant. Mais à partir justement de toute sa filmographie pour montrer à quel point aussi, parfois on pense que simplement c'est un comédien monocorde avec une seule expression, celle du bougon. Et quand on regarde à quel point il joue les nuances, qu'il est capable d'interpréter à la fois la mélancolie, l'ironie, l'humour, le second degré. Enfin, il a une palette extraordinaire. Et c'est pour ça que je veux pas qu'on le réduise justement à ce bougon, et que quand on se penche sur la carrière de Jean-Pierre et sur les films, c'est d'une délicatesse et d'une intelligence rare. Et il dit, le hasard n'a pas sa place, tout est une question de choix. Il parle de ça notamment. C'était ça, Jean-Pierre Bacri, aller au fond de ses convictions, de ses idées, les défendre en restant toujours aussi avec cette humilité quand on le connaissait vraiment intimement. On va poursuivre cette émission, Valérie Benaïm, ensemble, si vous le voulez bien, sur l'antenne de Radio J. Mais tout de suite, on va faire le petit rappel des titres.